Président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, membre du bureau de l'Assemblée nationale, il s'est rapidement imposé comme l'une de ces figures incontournables de la scène politique camerounaise. Grandi au sein d'une famille où deux oncles ont activement participé à la lutte indépendantiste et nationaliste du Cameroun, c'est avec un grand intérêt qu'il écoutait les anecdotes d'un des survivants de cette époque. Diplômé en droit public international, également en sciences de l'information et de la communication, il a eu une carrière universitaire et médiatique remarquée, mais c'est surtout à travers la politique qu'il s'inscrit dans le cœur des Camerounais. En 2017, il se fait notamment remarquer grâce au mouvement 11 millions des citoyens et en 2018, il brigue la présidence et arrive finalement troisième, marquera les esprits à jamais. Cette année 2025, il réitère l'expérience avec toujours le même objectif, offrir une alternative, une alternance aux Camerounais et construire un avenir meilleur pour ses compatriotes. Il est notre invité du jour dans une interview spéciale présidentielle. Révélation dans un instant. Honorable Cabral Libye, bonjour. Merci d'avoir honoré ce rendez-vous. Bonjour, Madame Sayom. Bonjour à vos téléspectateurs. Oui, c'est exactement voilà, parce ça. Que je cherchais dans ma tête comment on désigne ceux qui nous écoutent par... Internautes, téléspectateurs. Voilà. C'est la même chose. En tout cas, je les salue et je vous remercie pour votre invitation. Vous êtes une personne assez loquace et sur les plateaux, vous parlez de politique, entre autres, de société et autres, mais vous évitez souvent d'aborder la question familiale, votre vie privée, ce qui est tout à fait logique. Mais j'ai quand même une question. Est-ce qu'il faut forcément être un bon père pour être un bon président? Je pense que ça pourrait aider à être un bon dirigeant. Okay. Vous savez, il y a une expression latine, bonus pater familias, qui renvoie toujours, lorsqu'on s'adresse aux dirigeants, lorsqu'on s'adresse à des gens qui ont des responsabilités, on leur demande toujours de se comporter en bon père de famille. Parce que le premier rayon de responsabilité pour un homme ou pour une femme, c'est déjà la famille. Nous sommes tous des produits d'une famille. Et à un moment ou à un autre, nous sommes appelés à en être des dirigeants. Et là, au sein de la famille, on gère les mêmes contradictions puisqu'on a des êtres humains qui sont par définition ondoyants et divers. On gère une diversité d'opinions. Donc, c'est un bon terrain d'essai. Dans mon cas, je suis l'aîné d'une fratrie de 11. Donc, forcément, très vite, il a pesé sur mes épaules la responsabilité de l'idée mes cadets. Justement, parlant de famille et de votre vie privée, vous avez eu une enfance plutôt modeste, vous êtes issu d'une famille plutôt modeste, vous avez eu votre adolescence en zone rurale, vos diplômes à l'université de Yaoundé 2, ensuite vous vous engagez dans des associations estudiantines, ensuite l'engagement politique, candidat à l'élection présidentielle en 2018, tome 2 en 2025. Est-ce que Cabral Libye peut dire que l'ascenseur social fonctionne au Cameroun? Alors, il faut ajouter un élément. C'est que tout ce que vous décrivez là, entre le moment où je rentre dans l'espace public et cette année-ci, ben, ça va faire 21 ans. D'accord. Ça prend du temps. C'est une construction, c'est une progressivité. En revanche, ce que vous dites est absolument vrai. Et je crois que c'est le ferment de mon indignation et de ma révolte. Parce que justement, je suis comme le commun des Camerounais. Vous l'avez si bien décrit. Mon père était enseignant. Et enseignant de type particulier qui a choisi d'être intègre. Parce que lui-même, issu du même contexte que vous avez décrit en entame, contexte nationaliste, croit aux valeurs, s'y attache et pense que l'éducation qu'on doit donner à l'enfance, c'est celle-là, des valeurs, de travail. Donc, je rappelle souvent aux gens que j'ai abattu mon premier arbre à la hache à l'âge de 14 ans. Donc, et tout ce qui m'a appris et qui nous a appris à nous, c'était le travail, le mérite. C'est lorsqu'on travaille qu'on mérite ce qu'on recherche. Et moi, je vous disais tout à l'heure que c'est justement parce que je suis un Camerounais comme un autre que j'ai pu ressentir, que je sais ressentir dans ma chair la mauvaise route. Oui. C'est pour ça que je peux m'indigner d'un hôpital sous-équipé ou de l'absence d'un hôpital. C'est pour cela que je peux être victime d'une injustice.
du délaissement de l'État. C'est pour cela que lorsqu'une école est mal construite, moi je le vis d'une façon ou d'une autre. Je l'ai vécu. Donc je suis dans cette posture beaucoup plus sensible aux problèmes de la société parce que je les vis. Et c'est pour cela que mon indignation prend forcément une amplitude supérieure à celle que ceux qui n'entendent parler que de ces choses-là peuvent avoir, forcément. Et c'est pour cela que depuis ce temps-là, je suis resté au taquet, au combat, certes conscient de mes faiblesses, de mes origines, les faiblesses liées en partie à mes origines, à mon statut, à mon cadre social. Faiblesse liée aussi à la portée que pouvait avoir le propos que je pouvais tenir. J'étais conscient que je n'étais pas fort, je n'étais pas puissant. Mais je me disais, Dieu m'a accordé la grâce de pouvoir parler. Ben, je vais parler. Et parce que je n'avais que cette arme-là, je me suis donc imposé une discipline de travail. Je me suis interdit de parler pour parler, de ne jamais parler de ce que je ne maîtrise pas. Et ce qui fait que très vite, dans l'espace public, j'ai été remarqué comme quelqu'un qui avait généralement le propos assez fouillé, le propos souvent juste, le propos souvent objectif. Je me suis aussi, je n'ai pas le choix, je suis le réceptacle de cette éducation-là, donc des valeurs qui faisaient que vraiment j'ai toujours été attaché à l'objectivité, j'ai toujours été attaché à la vérité, j'ai toujours été attaché à la moralité. Et puis lorsqu'on m'a mené à dévier de ça, ben, je refusais. Lorsque j'ai été recruté à l'université de Yaoundé 2, nous sommes envoyés en mission à l'époque à la faculté de droit pour mettre en place ce qu'on appelait les facultés annexes de notre faculté de droit. Puis on perçoit les frais de mission pour y aller. Puis la mission est annulée. Ben, on a demandé à personne de rembourser les frais de mission. Ben, moi, je suis rentré au service comptable pour rembourser les frais de mission. Ça a été un petit événement là-bas. Et les gens se disaient, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi tu les rembourses? J'ai dit, oui, mais je ne suis pas allé en mission, je vais les rembourser. Mais j'avais aucune obligation de le faire, hein, aucune contrainte à le faire. Au point que celui-même qui m'avait accordé la mission me demande, mais écoute, on ne t'a rien demandé non plus. J'ai dit, oui, mais vous ne m'avez rien demandé. Justement pour me donner la mission, vous ne me demandez pas de remettre l'argent. Ce n'est pas votre argent, c'est l'argent public. Et quand j'aurai un problème personnel, je viendrai vous voir. Et souvent, quand c'est le cas, vous m'aidez. Donc, vous savez, on est toujours souvent, enfin, peut-être pas toujours, mais on est souvent le produit du cadre familial duquel on est issu, de l'éducation qu'on a reçue. Et dans mon cas, comme je vous l'ai dit, je me suis toujours senti la mission de me battre pour que d'autres n'endurent pas ce que j'ai enduré. Revenons sur la période 2018. Je me souviens, on disait de vous que vous étiez jeune. On martelait ça très, très souvent. Vous étiez le candidat jeune, vous apportiez un vent frais et tout. Avec le recul aujourd'hui, que pensez-vous de cette étiquette? Alors, qu'on ait insisté sur ma jeunesse en 2018, j'ai toujours estimé que c'était exagéré parce que j'avais 38 ans. Je suis né en 1980, donc je n'étais absolument plus jeune. La jeunesse, il faut peut-être le rappeler, pour l'Union africaine, la jeunesse s'arrête très exactement à 35 ans. Donc je ne l'étais plus et je me suis toujours défendu de cela, toujours rappelé aux gens qu'à 38 ans, on n'est plus jeune. Maintenant que vous fassiez allusion à la fraîcheur du vent que nous avons fait souffler, d'accord, ça je vous le concède parce qu'effectivement en 2017-2018, lorsque nous décidons de rentrer en politique, on n'a pas beaucoup de gens de notre tranche d'âge. Ça il faut le reconnaître, la politique, l'exercice de la politique était davantage l'apanage des gens d'un certain âge, d'une certaine génération, ce qui a d'ailleurs provoqué par voie de conséquence logique une forme de désertion du champ politique par la jeunesse, parce qu'il n'avait pas beaucoup de gens à qui il pouvait s'identifier. Donc ça, effectivement, je vous le concède. Aujourd'hui, bon, voilà, je ne suis plus jeune, quand même, on m'imposerait de l'accepter comme ça, et puis le vent fait son temps, je suis plus sûr qu'il soit aussi frais que ça. Et puis, bon, moi, je suis heureux de voir d'autres jeunes qui rentrent en politique. Par exemple, cette année, 2025, il y a un plus jeune, qui a le même âge d'ailleurs que j'avais il y a 7 ans, et moi, je suis très ravi de cela, parce que je me dis, c'est peut-être un peu l'effet Cabral aussi. Parlons d'autre chose. À quel moment, précisément, vous vous êtes dit, je veux être président de la République? Déjà jeune, je me suis senti le devoir de poursuivre l'ouvrage de mes devanciers. Peut-être parce que j'ai vécu un peu leur frustration.
j'ai vécu un peu leur frustration parce que quand vous me présentiez à l'entame de votre émission, vous avez rappelé le cadre familial duquel je suis issu. En effet, mon grand-père a été nationaliste, son premier fils a été nationaliste, son deuxième a été nationaliste, lui il a d'ailleurs été assassiné. Donc, pour ceux qui étaient survivants, je les ai connus tout petits, chantant les chants de l'UPC, les chants du maquis, racontant les anecdotes du maquis. Et je sentais toujours en eux une forme de rage de ne pas avoir amené à aboutissement ce dans quoi ils s'étaient engagés. Ils ont été stoppés net avec les assassinats de leurs leaders et tout. Et très vite, je me suis promis, je ne sais plus très exactement à quel moment, silencieusement, je m'étais promis de poursuivre leur travail et de l'amener à aboutissement. C'est-à-dire, je me disais toujours, ils ont commencé un ouvrage, ils ne l'ont pas achevé, mais moi, je vais l'achever. Alors l'idée, c'est comme ça que j'ai commencé à m'imprégner de l'idéologie. Et c'est pour cela que j'ai fait certains choix académiques. Je n'ai pas choisi le droit par hasard. C'était dans ce dessin-là. Je n'ai pas choisi de faire des études de communication par hasard. C'était toujours dans ce dessin-là. Parce que par le droit, je me disais, ça me donnerait les moyens de me défendre et de défendre les autres. Et lorsqu'il a fallu choisir, je vais vous dire quelque chose, j'ai d'abord fait droit privé. Jusqu'à la licence. Après, je me suis rendu compte que non, le droit privé ne me conduisait pas vers la mission que très vite je m'étais donnée, celle de diriger l'État, de maîtriser les affaires publiques. C'est là que j'ai changé pour recommencer en 3e année avec une licence de droit public. Donc, je ne saurais vous dire le moment exactement, mais ce que je sais, c'est que très jeune, le contexte a favorisé cela. Ben moi, je me suis jeté à l'eau, évidemment, mettant mes études en péril, mettant ma nouvelle carrière. Je suis recruté à l'université en 2009. Donc, voilà, je me suis dit, ben, écoutez, je m'en fous, advienne que pourra, et puis, advienne, c'est passé. Hein. Oui, on a constaté. J'ai payé le prix qu'il fallait payer, voilà. Un an avant l'élection présidentielle, mon patron décide de couper mon salaire et tous mes avantages. À Radio Campus, j'ai été relevé de mes fonctions plusieurs fois. Mais enfin, ça rentre un peu, dans la logique des choses, quoi. Parlons de cette époque-là. Le Cabral Liby, mon confrère, Cabral Liby, journaliste. Parce qu'il y a eu les études universitaires, il y a eu aussi vous à Vox Africa, notamment, qui présentiez vos émissions et tout. Aujourd'hui, quel regard est-ce que vous posez sur la situation des médias au Cameroun ? Eh oui, un regard très attentionné, parce que justement, je viens de là. Et c'est pour cela que dans mon offre politique, et c'est peut-être ce qui va faire la différence avec d'autres candidats, j'y ai pensé. Je pense que le métier de journalisme joue une fonction d'irrigation démocratique. Et ce n'est d'ailleurs pas par hasard qu'on parle du 4e pouvoir. Et qu'un État qui se veut démocratique, qui se soucie de la construction de la conscience civique, doit accorder une attention particulière à l'univers médiatique. Dans notre cas, j'estime que ce n'est pas vraiment cela. Il y a beaucoup de pesanteur qui pèse sur le métier de journaliste. Prenons l'affaire par le bout le plus simple, le bout qui est pénal. La loi qui organise l'activité, qui organise la communication sociale au Cameroun date de 1990. Cette loi a 90 articles. 90. Et sur les 90 articles, 27 de ces articles commencent par « est puni d'une peine de ». Vous imaginez? 27 articles sur 90. C'est pratiquement le tiers des articles de la loi sur la communication sociale au Cameroun qui commence par l'énonciation des peines contre les journalistes. C'est juste inadmissible. C'est d'ailleurs pour ça que nous proposons la dépénalisation partielle du délit de presse, pas totale. Parce qu'en même temps, en dépénalisant... D'abord, la dépénalisation totale du délit de presse n'existe même pas. Contrairement à ce qu'on peut entendre ici ou là, dans tous les pays du monde, les délits de presse font l'objet de sanctions. Mais c'est l'emprisonnement que nous voulons enlever. Mais en revanche, les autres sanctions, les amendes et autres, vont rester. Ça, c'est une chose, par exemple, que nous voulons changer. La régulation
Oui, est un gros problème au Cameroun. Nous allons aux élections en respect par ailleurs d'un accord international que le Cameroun a ratifié, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Je rappelle que c'est un instrument qui est entré en vigueur grâce au dépôt du 15e instrument de ratification par le Cameroun en 2012, la CADEC, qui dit comment est-ce que les médias doivent être régulés, par exemple, en période électorale. C'est le CNC qui doit le faire, être en charge de l'équité. Oui, écoutez, on sait tous dans quelle marge, je sais qu'ils le font de façon nominale, mais on sait tous dans quelle marge ils le font. Autre chose qui est inadmissible, c'est que la loi, ce que moi j'aime appeler la loi Chiroma, parce que c'est lui qui était ministre de la Communication à l'époque, la loi date du 20 avril 2015, la loi qui vient compléter celle de 90, qui régit l'activité audiovisuelle au Cameroun. Figurez-vous qu'elle fixe, institue une redevance annuelle de 4,5% du chiffre d'affaires hors taxe. Et moi, je leur demande à chaque fois, à quoi ça sert? Ça ajoute d'ailleurs les droits de renouvellement de la licence, les droits de renouvellement annuel de la licence. Comment? Le média est corseté. Le métier de journaliste est corseté. Et je pourrais finir par 2008. 2008, c'est l'année d'adoption de la convention collective. Jamais appliquée. Qui doit veiller? Ben, c'est l'État. Alors, honorable, parlons de cette époque 2020 où vous devenez député, justement. Et les Camerounais, certes, oui, on connaît de façon un peu vague ce qui concerne la question administrative au Cameroun, mais on voudrait un peu en savoir davantage. Quelle est la fonction d'un député? Quel est son salaire, par exemple? Quelles sont les prérogatives d'un député? Quels sont les avantages liés à sa fonction? Parlons-en un peu brièvement. Alors, un député a pour fonction, a deux fonctions. Il vote les lois et il contrôle l'action du gouvernement. Voilà le rôle du député, en fait. Donc, un député peut estimer qu'il y a une situation qui n'est pas bonne et qu'il faut une enquête parlementaire. Moi, j'ai introduit 4 ou 5 propositions de résolution d'enquête parlementaire sur les enseignants lorsqu'il y a eu OTS, on a trop souffert, sur les infrastructures sportives, lorsqu'il y a eu détournement des infrastructures de la CAN, sur l'augmentation des prix du carburant, sur les contrats miniers, sur les détournements des fonds Covid. Bon, enfin, j'ai comme ça un peu moins d'une dizaine de propositions de résolution d'enquête parlementaire, mais autant vous dire tout de suite qu'aucune d'entre elles n'a jamais prospéré, parce que le cheminement d'une proposition d'enquête parlementaire est exactement le même que je vous ai fait tout à l'heure pour une proposition de loi. Donc il y a le jeu de la majorité qui joue, et bien, quand ceux qui sont majoritaires n'en veulent pas, bien, ils tuent ça dans l'œuf. Parfois, l'impression que les gens ont du député, c'est qu'il ne sert à rien, première chose. C'est une impression vraie ou fausse à la fois. C'est-à-dire, fausse parce que je viens de vous dire ce qu'est le travail du parlementaire, mais vrai dans notre contexte parce qu'on ne voit jamais ça vraiment. Et à cause de quoi? À cause du jeu de la majorité. Ouais. Et j'en profite pour dire à ceux qui nous regardent que si vous voulez un parlement qui travaille et qui porte vraiment vos préoccupations, évitez de donner la majorité, comme c'est le cas à un parti politique, parce que, notamment celui qui est au pouvoir, quand ils ont la majorité, ben, ils font ce qu'ils veulent. Ben, eux, ils s'en foutent. Parfois aussi, les gens pensent que le rôle du député, c'est de construire les écoles ou de refaire des routes. Et ça, c'est un glissement dangereux qu'il y a dans le contexte camerounais. Parce que justement, on voit moins les députés faire des choses à l'Assemblée nationale qu'on ne les voit sur le terrain, notamment les députés du parti au pouvoir. Souvent, on les voit sauf en spectacle, ils font des routes, ils refont des toitures des écoles, ils offrent ceci, ils offrent cela, ils deviennent des bienfaiteurs dans la société. Et ça, c'est une dérive, en fait. Parce que pour beaucoup de citoyens, c'est ça le rôle du député. Mais ce n'est pas ça le rôle du député. C'est le rôle du pouvoir exécutif que de faire des routes, que de faire des écoles, que de construire des ponts. Et ceux qui le font n'ont pas l'argent pour ça. Le député n'a pas d'argent, j'en viens à la question du salaire, le député n'a pas d'argent pour ça. Le député camerounais est l'un des députés les moins bien payés d'Afrique. Et quel est son salaire? Par exemple, c'est 800 000 francs CFA. Okay. Et ailleurs? Avec les quelques primes, c'est 900 quelque chose. En zone CEMAC, par exemple, c'est le député le moins payé. Okay. Beaucoup de gens ne savent pas. C'est-à-dire que le député camerounais est moins bien payé que le député centrafricain, que le député tchadien, par exemple, que le député congolais. Moi, je vais vous dire, pour être allé parfois
dans ces pays-là, à la rencontre des autres députés. Vous savez, lorsqu'on sort du Cameroun, on dit c'est le leader de la CEMAC. Parfois, lorsqu'on est assis avec les autres députés des autres pays voisins, on a une sorte de complexe de supériorité. Mais lorsque les uns et les autres commencent à parler de leur salaire et de leurs biens, joie débranchée. On est débranché, en effet. On fait semblant d'éluder la question, de ne pas en parler parce qu'on ne veut pas baisser le charisme pour ne pas parler comme les jeunes aujourd'hui. Donc, voilà ce que gagne le député. Et ce que je viens de vous dire là, le montant que je viens de vous dire là, ne peut pas faire des ponts, ne peut pas faire des routes. Et la dérive veut que beaucoup de députés que vous voyez en train de faire des choses partout dans l'arrière-pays, ils utilisent leur argent personnel. Argent, fortune personnelle que parfois ils gagnent par les marchés publics. Parce que j'ai trouvé une autre dérive à l'Assemblée nationale, c'est que une grande majorité des députés, ils sont tous dans les marchés publics. Ok. Moi, je n'ai jamais osé faire ça. Pourquoi? C'est d'ailleurs pour cela que j'ai dû poursuivre un de vos collègues lorsqu'il a fabriqué un faux document où il a mis mon nom dans la liste de ceux qui avaient gagné les marchés Covid. C'est la seule fois que j'ai attrait un journaliste en justice. Parce que je trouvais qu'il portait atteinte à mes valeurs profondes. Moi, je me suis interdit à l'Assemblée nationale de rentrer dans le marché public parce que je me suis toujours demandé comment est-ce que je vais contrôler l'action d'un ministre dans le cabinet de qui je vais tout le temps négocier des marchés et négocier les paiements de mes marchés. Ça n'a pas de sens. C'est des choses, si un jour nous avons la possibilité de changer les choses dans ce pays, et j'espère que ce sera le cas je crois même que ce sera le cas dès le 12 octobre 2025, ben ce sera formellement interdit. D'accord. Un député qui se retrouve en train de faire des marchés publics, c'est un conflit d'intérêts mais c'est inadmissible. Alors, donc voilà, maintenant, autre avantage, le député a l'immunité. Ça, vous le savez. Oui. Voilà, pendant son mandat, c'est peut-être même le plus gros avantage. Nous avons quelques lettres pour vous, honorable. Des lettres des Camerounais. OK? Nous avons déjà un enseignant. Il dit « Je suis professeur de lycée. Malgré mon diplôme, je n'ai toujours pas accès à la totalité de mon salaire ni à mes rappels. Mes avancements ne sont pas automatiques. Il faut monnayer pour espérer avancer. Dans mon établissement, il n'y a presque pas de matériel didactique, pas d'électricité, alors que j'enseigne l'informatique. L'école où je travaille est une bâtisse délabrée, dangereuse pour les élèves comme pour nous. Demain, si vous êtes président de la République, que dites-vous aux enseignants ? Demain, je suis président de la République. La question de l'éducation est une urgence. Je dis bien une urgence. D'ailleurs, j'ai promis d'octroyer un financement spécial de 2 milliards de francs CFA à chaque commune du Cameroun dès que j'ai prêté serment. Pourquoi? Pour régler 4 trains d'urgence. 500 millions pour les urgences routières. L'objectif est de permettre aux communes de s'acheter chacune au moins 5 engins, les engins basiquement nécessaires pour l'entretien routier, pour que nous sortions du marasme que nous connaissons. Pelle-chargeuse, une bulldozer, une niveleuse, un camion. 500 millions de francs CFA pour les urgences hospitalières dans chaque commune, en urgence, pour les équiper, les électrifier, les équiper. 500 millions pour les urgences scolaires déjà, pour le cadre, améliorer le cadre dans lequel, dans les communes, nos enfants sont enseignés. Moi, président de la République, un enseignant d'abord aura une rémunération meilleure que celle que nous avons maintenant, mais cela ne vaut même pas seulement pour l'enseignant, ça vaudra pour tous les salariés parce que nous allons ramener le SMIC de 36 000 maintenant à 140 000 francs CFA, c'est-à-dire 1 000 francs de l'heure. L'enseignant qui sort de l'école doit recevoir son salaire immédiatement. C'est possible, madame. Je rappelle qu'il y a d'autres corps de métier dans ce pays qui viennent de grandes écoles, notamment les magistrats, les policiers par exemple, et les métiers de la défense, les gendarmes et les militaires. Eux, ils perçoivent même leur prime étant encore à l'école. Ok. Étant encore à l'école. Donc on doit pouvoir faire la même chose pour ceux qui forment nos enfants. C'est de nos enfants qu'il s'agit. Donc il faut leur donner leur salaire total immédiatement. Bien mieux. Pour ceux d'entre eux qui sont obligés, qui se retrouvent affectés dans l'arrière-pays, dans des zones, par exemple, très enclavées. On ne va pas résoudre le problème de l'enclavement en 24 heures.
donc ça va continuer jusqu'à ce que nous ayons le temps de le régler, ils doivent recevoir des primes conséquentes pour cela. Ça participera même de leur encouragement. Et là, j'ai parlé du salaire, j'ai parlé de la prime, j'ai parlé du cadre de travail. Mais ça concerne et les élèves et les enseignants. Mais maintenant, je pourrais m'étaler davantage sur les réformes éducatives. Parlons des élèves, justement. Je suis jeune bachelier, mes parents me disaient qu'à leur époque, c'était noble d'être fonctionnaire. Pour ma génération, ça ne fait plus rêver, mais ça reste la garantie d'avoir un matricule et une retraite. L'accès aux grandes écoles ne se fait pas toujours au mérite et à leur sortie, il n'y a plus de garantie de recrutement dans la fonction publique. Les recrutements ne sont plus automatiques. Mon petit frère est au DBHS Kumba, son système éducatif est différent du mien et depuis 5 ans, il avance péniblement en classe et je constate à vue d'œil que son niveau regresse à cause de la situation sécuritaire dans sa région. Il souhaite avoir son GCE pour me rejoindre à l'université alors que moi-même, je ne me projette pas. Vous, président de la République demain, qu'est-ce que vous me dites pour que moi, j'ai foi en l'avenir du Cameroun? Alors, il y a beaucoup de problématiques qui rentrent en compte. Je partage et je suis écœuré et indigné par ce témoignage presque de désespoir que vous venez de relayer. C'est un jeune qui est complètement affolé, qui est complètement déboussolé. Qui est dépassé. Qui est dépassé par la situation. Et il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il y a l'aspect sécuritaire, il y a l'aspect du cursus, le contenu de l'enseignement, mais on va essayer d'y aller pas à pas et rapidement. L'une des choses que nous proposons justement dans ce pays, c'est de décoloniser le système éducatif. Pourquoi le décoloniser? Parce que le système hérité de la colonisation est le système qui préparait les gens à être ngomin, agent public. Il a été conçu pour ça. On n'en est pas sorti depuis lors. Même si depuis 2009, le Cameroun s'est inscrit dans ce qu'on appelle le LMD, le licence master doctorat, qui devait être un système professionnel, la vérité au-delà des annonces, qui cherchait simplement à capter les financements du processus de Bologne de l'Union européenne. On est champion pour inventer des choses, pour capter des financements. La vérité, c'est que sur place, au Cameroun, rien n'a véritablement changé. On fait l'école pour l'école. Et c'est d'ailleurs regrettablement pourquoi je n'ai jamais compris. Je vous dis pourquoi. Lorsqu'on a le bac technique au Cameroun, on est complètement obligé, on est quasiment obligé d'arrêter les études. Quand vous avez le bac technique, le bac F4 par exemple, génie civil au Cameroun, si vous ne passez pas le concours de Polytech ou de l'école des travaux, de l'UIT ou je ne sais quelle autre grande école, et la dame, enfin je ne sais pas si c'est une dame, la personne dont vous avez le témoignage disait que c'est très compliqué, ben vous êtes obligé de vous recycler. Alors que vous devriez continuer pour des études d'ingénierie dont nous avons justement besoin au Cameroun, en tout cas nous, pour notre politique de multiplicateur industriel, alors que lorsque vous avez le bac A4 allemand ou le bac A4 espagnol, vous avez 11 universités aujourd'hui qui vous attendent avec des filières, les portes grandement ouvertes comme ça. Et au bout de, je ne sais pas, 3 ou 4 ans avec un master en poche, en ceci ou en cela, vous commencez à vous demander à quoi vous servez véritablement. Donc il faut décoloniser le système éducatif, c'est d'ailleurs pour ça que nous proposons 3 parcours désormais. École obligatoire et gratuite jusqu'à 11 ans, puis vous avez la voie de l'apprentissage, la voie professionnelle et la voie générale. Pour revenir à ce dont parle le bachelier. Ce bachelier, qui pose la problématique jeunesse globalement. Je rappelle déjà que l'une des propositions que nous faisons, c'est que nous allons donner un chèque scolaire à tous les élèves au Cameroun d'au moins 10 000 francs, un chèque études à tous les étudiants au Cameroun d'au moins 25 000 francs et une prime à l'encouragement à l'excellence aux 10 meilleurs élèves et étudiants chaque année de 50 000 francs. Nous avons fait les calculs de tout cela. Une fois qu'on arrête le vol, tout cela est possible parce qu'il faut encourager les jeunes à se capaciter. Mais pour revenir aux problématiques de jeunesse, c'est-à-dire problématiques d'emploi et d'auto-emploi, il faut qu'on arrête effectivement de penser qu'on va à l'école pour finir comme agent public. Même si, effectivement, au Cameroun, on en a grandement besoin. Je rappelle que le standard international pour l'employabilité publique est de 10%. C'est-à-dire qu'un État normal, pour que le service public, notamment les services publics administrés, soit efficient et efficace, il doit avoir 10% d'agents publics de sa population. Donc, si nous sommes 30 millions, comme on le dit, l'État devrait avoir 3 millions d'agents publics. Et souvent, il y a des gens qui vous disent, oui, mais l'État ne doit plus recruter autant. Oui, mais si l'État ne recrute pas autant, il n'y aura jamais suffisamment de médecins, jamais suffisamment d'enseignants, jamais suffisamment de policiers, jamais suffisamment de gendarmes.
de magistrats, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais la jeunesse au Cameroun, de quoi a-t-elle besoin? Première chose, que les projets de jeunes dans ce pays soient mieux managés. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on veut prendre la tête d'un pays que tout ce qui se fait forcément avant est mauvais. Moi, je vais vous dire que sur la jeunesse, il y a eu beaucoup d'idées lumineuses. Il y a plein de programmes qui sont mis en place pour l'accompagnement de la jeunesse. Il y a un en particulier que j'aime beaucoup, le PAIJA, le programme d'appui à l'insertion des jeunes en agriculture. Je l'évoque parce que parmi les réformes que nous apportons, c'est la construction, la création des lycées agricoles dans toutes les régions du Cameroun, en tout cas tous les départements actuellement, parce que nous avons pour projet de construire 180 usines de transformation, d'unités de transformation pour la farine locale. Mais ça, c'est autre chose. Donc, les jeunes, il y a beaucoup de projets de jeunes dans ce pays qui sont des idées lumineuses, projets dans lesquels on injecte des dizaines de milliards chaque année. Mais vous ne croiserez jamais un seul jeune qui en bénéficie. Alors, ça, c'est un problème de gouvernance. Il faudrait qu'on avance. Deuxième chose pour la jeunesse, la formation, mais je l'ai évoqué tout à l'heure. Et puis, troisième chose, l'accompagnement au financement. Prenons le cas du numérique, le cas du e-commerce, par exemple. Là, on est dans les services, on est dans le tertiaire. Imaginez les possibles qu'il y a dans ce secteur pour la jeunesse. Mais pour ça, il faut déjà Internet. Tiens, il faut une nouvelle politique numérique. Il faut déjà de l'électricité. Et nous proposons d'avoir des satellites de basse altitude. On n'invente rien, Elon Musk le fait déjà. Oui. Il faut l'électricité, je suis d'accord avec vous. Il faut donc des barrages, il faut construire rapidement des barrages en fonds propres ou en PPP avec des partenaires, parce que le Cameroun, c'est quand même le 18e potentiel mondial et le 2e d'Afrique. Donc, les jeunes ont besoin de financement. Il y a une banque des PME au Cameroun, il faut donc simplement en faire une vraie banque. Donc, quand on voit gouvernance dans les projets de jeunesse, formation pointue de la jeunesse, financement des projets jeunes, ben on les sort de cette détresse qui est relayée là. Honorable, nous avons encore 2 lettres pour vous, donc il va falloir qu'on y aille. Je suis infirmière. Je travaille parfois 18 heures d'affilée pour un salaire à peine au-dessus du SMIC. La charge de travail est énorme, le ratio patient-personnel est insupportable, nous sommes exposés aux maladies, au burn-out. En plus, notre profession reste marginalisée et même parfois maltraitée. Nous sommes la chair à canon des médecins relégués à des tâches ingrates et peu valorisantes, comme faire le ménage. La validation des acquis d'expérience n'est pas une réalité. Plus jeune, je rêvais d'être infirmière pour aider et soigner. Aujourd'hui, je décourage mes enfants d'y penser, du moins ici au Cameroun. Malgré tout l'amour que j'ai pour mon pays, si j'ai une opportunité d'aller au Canada, j'irai avec toute ma famille. Vous, président, demain, que dites-vous aux infirmières? Alors, dans mon entendement, le régime des enseignants est exactement le même que le régime des soignants. Oui. Parce qu'on ne peut pas se permettre de négliger ces corps-là. Et elle évoque là des problèmes d'ordre basique, des problèmes de rémunération. J'évoquais tout à l'heure le SMIC. Une fois qu'on l'a relevé, ça vaut pour eux. Mais justement, à cause de leur charge de travail, j'ai évoqué la prime pour les enseignants tout à l'heure. Il faut des primes d'encouragement. C'est eux qui nous soignent. Quand même, c'est le minimum. Ceux qui nous dirigent s'en foutent parce qu'ils vont se soigner à l'étranger. Mais nous, on est là. Il faut des primes d'encouragement. Elle a évoqué, ou il, la validation des acquis. C'est quelque chose d'important qui est au cœur de notre projet. Parce que justement, comme c'est un métier de pratique, notamment lorsqu'on est infirmier, et lorsqu'on sait d'ailleurs que dans notre contexte, parfois, l'infirmier joue le rôle et du médecin et parfois du spécialiste, ben, il faut qu'on instaure la validation des acquis. Tout comme on doit installer aussi, nous le proposons tous les 2 ou 3 ans, des stages de recyclage aussi. Parce que la médecine, elle évolue. Elle évolue, oui. Il y a de nouvelles médications, il y a de nouveaux appareils. De nouvelles études ça aussi, c'est ce que nous proposons. Et de telle sorte, et nous le proposons dans notre projet, qu'après ce stage de recyclage, plus la validation des acquis, que parfois un infirmier puisse être surclassé. Oui, c'est ça, surclassé comme médecin. Ça, c'est des choses que nous proposons, par exemple, que nous proposons. Donc, j'ai envie de lui dire, quand on met la rémunération, la mise à jour, le recyclage, la validation des acquis, les primes liées à la charge de travail, à l'éloignement, nous sommes au cœur de la problématique et nous, je pense, nous apportons
les solutions idoines à cela. Évidemment, il faut équiper les hôpitaux, mais ça, c'est tout autre chose. Oui. Parce que ce ne sont pas des magiciens non plus. Justement, mais il faut équiper les hôpitaux. Ça fait partie des doléances de la patiente qui dit « Je suis malade ». J'ai envie de lui dire de ne pas partir et d'œuvrer à ce que le changement advienne le 12 octobre 2025. Il faudra la convaincre un peu plus. « Je suis malade et vis loin des grandes villes. Les routes pour rejoindre un spécialiste sont dangereuses, longues et coûteuses. Dans mon village, les centres de santé sont abandonnés, envahis par les herbes et même les reptiles. Le plateau technique est inexistant. Le personnel affecté n'y met jamais les pieds. Il n'y a ni électricité ni eau potable. Mes frais médicaux sont déjà exorbitants. Le transport aggrave tout. » Mentionné 2 fois. Vous, président, demain, que faites-vous pour que les Camerounais des zones reculées aient les mêmes chances d'accès aux soins que ceux des grandes villes? Vous vous souvenez de la promesse faite tout à l'heure d'octroi de 2 milliards de francs CFA à chaque commune. Et il y a 2 trains d'urgence dont je vous ai parlé. Les routes, oui. Elle en parle. Parce qu'avant d'arriver au bitume, madame, il faut déjà que nous ayons des routes en terre praticables. Oui. Je vous ai parlé des urgences hospitalières. Vous vous rappelez. Oui. Vous imaginez que si on donne 500 millions en urgence à une commune pour régler ça, beaucoup de problèmes qu'elle est en train d'évoquer là seront résolus. Et puis elle a évoqué la question de la vétusté. Oui. La vétusté des infrastructures, des plateaux techniques, mais c'est ce que nous évoquons. Il faut que la santé soit proche de nous. Ce d'autant que nous allons instaurer un fonds de protection sociale qui aura un appendice, une caisse nationale de sécurité santé qui sera renflouée par la fiscalité, puisque nous, on va instaurer la fonction sociale de l'impôt, mais aussi par les contributions obligatoires, par ce que nous appelons le prepaid. C'est-à-dire que chaque Camerounais devra payer soit journellement, soit hebdomadairement, soit mensuellement, une quote-part proportionnelle à ce qu'il gagne dans la Caisse nationale de sécurité santé, un peu comme vous mettez le crédit avant d'appeler, pour que le jour où il tombe malade, il puisse être pris en charge, ce qui va nous permettre d'ailleurs, par ailleurs, de conventionner les métiers, donc de savoir ce que tout le monde fait et de sortir notre économie progressivement de l'informel. Quand je dis c'est obligatoire, on ne va pourchasser personne avec une arme sous la tempe, on va simplement subordonner l'accès à tout service public à la présentation d'une carte de souscription à la Caisse nationale de sécurité santé. Et maintenant, pour bitumer les routes, madame, il faut déjà que nous puissions reconstruire la Sonara, puisque par la grâce de Dieu, nous avons un pétrole dit lourd, dont le dérivé est le bitume qui permet de faire des routes. Et puis, nous avons partout ailleurs des carrières de latérite et autres matériaux qui nous permettent de bitumer nos routes. Reconstruction de la Sonara, ça coûte 400 milliards de francs CFA. Cet argent existe déjà. Ça a même déjà été levé, notamment grâce aux assureurs. Vous savez ce qui s'est passé, tout le scandale qu'il y a eu lorsque la Sonara a brûlé. Mais pourquoi, jusqu'alors, on ne l'a pas fait? Il y a tellement d'urgence, madame, j'ai envie de dire à la personne dont vous relayez le message, à ce qu'il y ait le changement au Cameroun dès le 12 octobre 2025. Recentrons-nous un peu davantage sur vous, on va y aller brièvement. Quand Cabral Libye n'est pas dans l'arène politique, qui est-il? Quels sont ses loisirs, ses passions, ses plaisirs? Bon, c'est un chef de famille, voilà, qui essaie d'être autant qu'il le peut proche des siens, leur offrir son amour. Je lis beaucoup. Ouais. Je suis entouré de beaucoup d'ouvrages. Je lis beaucoup parce que j'ai tellement peur d'être ignorant que j'ai envie de tout savoir. C'est peut-être un tic, j'en sais rien. Donc, je lis beaucoup. Je regarde beaucoup la télé, notamment les chaînes d'information. Le cinéma, j'adore le cinéma. Je trouve du génie dans le cinéma. Ok. Je trouve que c'est une chose qui m'a dépassé. Si j'avais peut-être pas fait tout ce que je fais là, j'aurais essayé de faire ça. Les gens qui écrivent les scénarios, les intrigues, qui montent les intrigues, je trouve toujours du génie. Et puis, il y a des acteurs tellement brillants. Enfin, ils jouent un rôle comme s'il est né comme ça. C'est quelque chose qui me marque. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai un projet pour la culture, notamment la création d'un fonds de soutien à la créativité et à l'industrie culturelle de 5 milliards de francs CFA. Parce que je crois qu'on a beaucoup de génie chez nous et qu'il faudrait les soutenir, permettre à leur talent d'éclore. Je salue au passage les brillants artistes qui ont accepté de soutenir ma candidature, des gens comme Valérie Ndongo, Mousti Charismatique, Diana Ma, One Love, Tony Nobody. Je les salue au passage parce qu'ils m'accompagnent. Alors, si vous n'étiez pas dans la politique, que feriez-vous aujourd'hui? Je crois que je serais soit enseignant, soit agriculteur.
Ah oui, Oui. peut-être j'allais oublier. Suite logique. Ah oui, enfin, moi j'ai été moulé dans l'agriculture et puis plus tard j'ai découvert le plaisir de la pédagogie. Donc je crois que si je n'étais pas enseignant, je serais peut-être justement un bon agriculteur parce que je crois beaucoup à la terre. Mon père me disait toujours, celui qui n'a pas planté a vécu inutilement. Passons au face-à-face imaginaire. Ah ouais. Il s'agit de vous confronter aux critiques et aux clichés qui viennent de vos opposants ou des personnes qui ne vous apprécient pas forcément, que ce soit sur Internet ou bien dans la vie active. Cabral Libby est malhonnête, c'est un opportuniste politique qui a profité des largesses du régime en place. Que dites-vous? Malhonnête, non. J'ai justement raté plein de choses parce que je n'étais pas malhonnête. Ok. D'ailleurs, parfois, certains proches m'en font le reproche. Vous savez, lorsqu'on m'a proposé d'entrer au gouvernement, enfin, passons. Je vous ai dit que j'ai remis des frais de mission. Quelqu'un qui est malhonnête, qui rembourse quand même les frais de mission, enfin, c'est pas ça. Alors, je vous dis, un moment, quand j'étais président d'étudiants à l'université de Yaoundé 2, j'avais découvert que certains de mes collègues racketaient les étudiants. Et je préférais me taper le boulot souvent de 8h jusqu'à 18h à les recevoir moi-même. Un malhonnête ne fait pas des choses comme ça. Largesse du régime, si c'était le cas, ça se saurait, madame. Je crois que ça se saurait. Enfin, les gens qui bénéficient des largesses du régime, je crois que lorsque vous les voyez, ça se voit. Moi, je me souviens, avant d'entrer en politique, c'est le même contempteur qui disait « mais il est tout maigrichon, il a 2 vestes ». Drôle de largesse quand même pour quelqu'un qui n'avait que 2 vestes. Donc oui, je pense que c'est spécieux. C'est de bonne guerre en même temps. Hein. Okay. Il faut bien que... non. Madame, je crois à la constance et à la cohérence. Si oui, allons à la prochaine critique. Cabral Libby pense que la jeunesse est un programme, il n'est pas crédible. Alors, lorsque vous venez de m'écouter là maintenant, vous avez l'impression que c'est du jeunisme que je vends? Non. Cela, c'est des paresseux en fait qu'ils disent. Hein. Il faut qu'ils viennent et qu'on échange sur les programmes. Parce que madame, figurez-vous que moi j'ai publié en 2021 un ouvrage qui s'intitule Le fédéralisme communautaire et que j'en ai publié un autre en août 2024 qui est intitulé Le manifeste de la rupture et du progrès. C'est 400 pages, madame. 400 pages de travail fouillé. Il y a quelqu'un qui a lu mon livre et qui m'a dit il y a au moins une chose qu'on gagne quand on vous lit. C'est qu'on n'est plus cultivé qu'avant. Parce que c'est fouillé. Donc, ça, ce n'est pas du jeunisme, madame. Je ne me souviens plus à quel moment de notre échange, je vous ai rappelé que je n'étais plus jeune. Oui, oui. Ben voilà. Je ne savais pas que cette question viendrait. Donc, dites à ceux qui disent ça, d'arrêter de se cacher derrière des petites combines, qu'ils viennent et qu'on échange face à face et qu'on voit qui vaut quoi. Cabral Libby est un beau parleur qui ne saurait transformer ses paroles en action. Ah non. Comment ça, mes paroles ne sont pas transformées en action? Je fais quand même partie, dans l'espace politique camerounais, de ces rares hommes politiques qui ont lancé un mouvement, vous l'avez rappelé, 11 millions d'inscrits, 11 millions de citoyens convertis en action politique, avec Univers en 2018, avec PCRN en 2020. Ça donne 5 députés, 7 maires. Et on voit les prouesses qui sont faites par les maires. On voit les actions qui sont menées sur le terrain par nous, les députés. Madame, lorsqu'il y avait le Covid, qui a mis en place une confection de fabrication de masques pour tous les élèves et enseignants de sa circonscription. C'est moi qui distribue, bien que je le conteste. Mais je me bats pour que, par exemple, dans ma circonscription, les gens aient de la semence tous les ans, pour que les meilleurs élèves soient primés, pour que les gens se lancent dans la transformation du cacao, entre autres. Qui fait tout cela, madame? C'est des actions de terrain. Parce que je tiens à démontrer aussi qu'au-delà de tout ce qu'on projette, avec le peu qu'on a, on peut déjà faire quelque chose. Alors, donc là encore, c'est totalement spécieux. La dernière critique, Cabral Libby ne sera jamais président de ce pays. En passant, ça, ce n'est pas une critique, c'est juste un prophétisme de mauvaise aloi, mais j'y viens. Quand vous dites bon parleur, vous savez, quelqu'un l'a dit, vous savez, je suis de ceux qui pensent qu'avoir la possibilité, la capacité de bien parler, c'est une grâce divine. Oui. Divine. Je dis bien divine. Il y a tellement de gens qui aimeraient bien parler qui ne peuvent pas. Vous savez, ceux qui sont nés bègues n'ont rien fait pour être nés bègues. Rien du tout. Donc, si vous avez la chance, vous êtes né, vous avez la grâce divine d'avoir une élocution fluide, d'avoir la capacité, lorsque vous parlez, de créer une connexion avec ce que vous avez en mémoire et ce que votre langue doit élaborer, croyez-moi, madame, ce n'est pas quelque chose de donné. C'est une grâce.
Et moi, je ne peux pas accepter qu'on me condamne pour une grâce que Dieu m'a faite. Je l'utilise plutôt au profit de ceux qui ne l'ont pas forcément reçu, ce qui est pour moi un mérite. D'accord. Nous allons faire l'économie de cette grâce pour la prochaine rubrique. Ah mais non, mais je ne vous ai pas encore répondu sur le prophétisme scandaleux de tout à l'heure. Je sais, je voulais ça, c'est le temps qui nous le dira. Seul le peuple décide de qui sera président. Et c'est pour cela que, madame, tiens, j'utilise mon élocution, mon cerveau, mon travail, mon talent à convaincre ceux qui nous écoutent de ce qu'ils peuvent me faire confiance. Maintenant, je suis conscient que tout le monde ne me fera pas confiance. Mais si c'est le cas de la majorité, ben, je serai président. Malheureusement, pour celui qui l'a dit, je serai aussi son président. Et tout le projet que je formule pour le Cameroun lui bénéficiera aussi. Parce que je ne suis pas rancunier, moi. La prochaine rubrique, vous devez répondre par un seul mot. Ah, oui. Ça, c'est un exercice difficile. Je sais. Il va falloir faire l'économie de votre grâce. OK. Je vais vous donner des mots ou des expressions, des groupes de mots, et vous devez me dire la première chose qui vous passe à l'esprit. Ah, vous avez dit un mot, hein? Un mot. Un mot. Un seul mot. Alors, corruption. Gangrène. Justice. Deux mots, absolue nécessité. Réforme constitutionnelle. Urgence. Dialogue national. Très urgent. Chômage. Inadmissible. Assurance maladie. Impérieux. Développement numérique. Très impérieux. Force de défense. Modernisation. Et environnement. Nécessaire. D'accord. Il faut préserver notre environnement. Question de durabilité. Il faut que nous laissions à nos enfants ce que nous avons trouvé. D'accord. Passons à une autre rubrique, les gars. Je peux y arriver. Oui, il y a eu quelques exceptions, c'était deux mots. Mais il fallait vous préparer avant. Passons à une autre rubrique. On va un peu aborder les questions d'économie. Vous promettez 3 millions d'emplois en 5 ans. Oui. Quel type d'entreprise, dans quel secteur? Prioritairement, l'agriculture. OK. C'est le premier champ dans lequel... Tout à l'heure, dans mes explications, je vous ai parlé du secteur public, déjà. Oui. Donc, il y a le secteur public qui va beaucoup employer, mais prioritairement l'agriculture. Mais nous avons de toute façon défini dans notre offre politique 8 secteurs que nous allons, dans lesquels nous allons travailler à fond sous le prisme de ce que nous appelons le multiplicateur industriel. Donc, nous avons l'agro-industrie, nous avons le textile, parce que le Cameroun, 95% de son coton est exporté, c'est inadmissible. Nous avons les mines, nous allons donner l'exclusivité des mines à la Sonamine, l'exclusivité notamment de l'exploitation et de la commercialisation, de la transformation à la Sonamine. C'est un vivier d'emploi incommensurable. Nous avons le numérique, tout à l'heure j'ai évoqué le e-commerce, le secteur du numérique. Nous avons l'eau, le secteur de l'eau, notamment, mais ça c'est rattaché à l'agriculture au sens large, notamment la pêche, hein, la petite pêche, la pêche en haute mer, la grande pêche, en fait la pêche est segmentée en 3, hein, selon qu'on y va pour 24 heures, 96 heures, plus de 10 jours, ainsi de suite, selon le type d'embarcation. Mais ça c'est des détails, vous me dites qu'il faut être un peu loquace sur ces questions-là. J'ai parlé de l'eau, et puis le BTP qui est très important, parce que nous voulons construire 2 millions de logements en 5 ans, et il y a d'ailleurs des réformes que nous proposons dans le logement. Le plafonnement, par exemple, des avances de loyer, le plafonnement des avances de loyer à 3 mois, le plafonnement de la caution à 1 mois, et puis l'homologation des prix. Ça va aider tellement de Camerounais, ça. Ben oui, et puis l'homologation des prix, parce qu'il y a une telle inflation et un tel laisser-aller dans ce secteur que c'est juste inadmissible. Donc nous allons catégoriser les prix des loyers dans ce pays, puisque c'est un produit de première nécessité, selon le standing et selon le lieu de situation géographique. Mais le BTP, nous allons le faire, nous devons construire des routes, nous devons construire les logements et surtout nous allons restructurer la MIPROMALO, qui est la mission de promotion des matériaux locaux. Pour cette dernière rubrique, je vais vous présenter 3 photos. Et vous devez adresser un message aux personnes de ces photos-là. Et pourquoi quand vous annoncez ça, vous tenez bien votre appareil? Il y a peut-être un piège. Alors la luminosité, je l'ai un peu réduite. Un instant. Voilà, vous devez me faire remarquer que j'ai des lunettes, c'est ça? Non, ça va vous aider.
cette personne. Dites à ce monsieur. Non, c'est vous qui lui parlez. Je lui dis d'aller démonter ces bizarreries qu'il a construites sur l'axe lourd et qu'il appelle péage. Vraiment, c'est tout ce que j'ai envie de lui dire. Parce que l'état des routes au Cameroun, j'ai fait 8 heures, madame, de Garoua à Ngaoundéré. C'est juste inadmissible. Et lorsque je me suis arrêté quelque part parce que j'en étais indigné et exaspéré, le même soir, dès que la vidéo a circulé, il a rendu public un communiqué disant qu'il a déjà passé les marchés de cette route. Donc la situation des routes dans ce pays est à un point scandaleuse et désastreuse que moi je ne sais pas comment ce monsieur fait pour trouver le sommeil. Mais pour faire court, s'il vous plaît, dites-lui d'aller démonter la provocation qu'il y a sur l'axe lourd et qu'il appelle péage. Parce que ces trucs-là, non seulement ça ne fonctionne pas, lorsqu'on nous donne les prix, les montants qu'on a dépensés pour construire ces provocations, on a du tournis. Et déjà, les camions commencent à cogner même ces histoires-là. Parce que je suis passé Bon, je ne voudrais pas être malbouche, je crois que le message est passé. Ok, cette personne-ci. Ah oui, mais c'est mon épouse. Ben, je voudrais lui dire que je l'aime, que je la remercie pour tout ce qu'elle fait à mes côtés. Vous savez, pour s'en sortir dans ce dans quoi je me suis lancé, il faut avoir une épouse aimante, forte, présente, attentionnée. Et dans son cas, un peu teigneuse aussi. Elle vous a quand même épousé. Bon. Vous-même vous dites bon, c'est qu'il y a une bombe arrive, c'est ça? Ce monsieur. Ah oui, le pépé. Vous voyez que je le désigne presque avec tendresse. Parce que moi, je donne une place particulière aux anciens. Et d'ailleurs, dans notre ouvrage, lorsque vous lirez le chapitre sur notre africanité, la préservation de notre africanité, vous verrez les lignes que nous écrivons sur la place que nous donnons aux anciens. Il est le premier comptable du désastre dans lequel ce pays se trouve. Il faut être bref dans le message que vous voulez. Non, mais il faut bien que je le lui dise, qu'il est le premier comptable du désastre dans lequel ce pays se trouve. Il est, heureusement ou malheureusement, à un point où il ne peut plus rien faire pour réparer tout ce qui s'est fait sous son magistère. Donc, 2 choses que je lui demande. Il a une grâce incroyable de longévité, c'est de la mettre au service de la postérité en faisant 2 choses. En allant se reposer, il en a besoin, et en se mettant au service par ses conseils de celui qui va le remplacer le 12 octobre 2025, qui n'est nul autre que la modeste personne qui est en face de vous. Alors, nous allons conclure cette émission de manière assez inhabituelle. Ce n'est pas moi qui fera la conclusion, c'est mon cher confrère, honorable, monsieur le président, oui, mais c'est mon cher confrère qui fera dans la conclusion de cette émission. Allez-y. Bien, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cet échange. Nous espérons que vous l'avez aimé et que vous avez appris davantage sur le personnage Cabral Libye, qui est candidat, nous le rappelons, à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Nous vous remercions très chaleureusement d'être restés en compagnie de Season Media et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour une autre interview exclusive avec une autre personnalité camerounaise. À très bientôt. On aurait presque dit moi. Vous avez même la gestuelle au niveau de la tête et des mains, c'est resté. Ben, j'ai été cela. Alors, chers téléspectateurs, je n'ai plus rien à dire. C'était tout pour une interview spéciale présidentielle.